Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promise il y a longtemps, puisque aujourd'hui on va parler SSD. On va s'intéresser à ce qui compose un SSD et on va s'intéresser également particulièrement à la mémoire. Je vous l'avais promise il y a quelques temps, cette vidéo arrive enfin. Après ce message de notre sponsor du jour, SudVPN. Peut-être pas en fait, on va plutôt parler directement de SSD. Alors qu'est-ce qu'il y a comme composant à l'intérieur d'un SSD? Eh bien on va prendre comme exemple ce Samsung 850 EVO, parce que ça, eh bien c'est tout ce qui reste lorsque l'on retire la carcasse métallique. Alors c'est une version 128 Go, donc un petit SSD, mais c'est parfait pour servir d'illustration. Donc quels sont les trois composants principaux de notre SSD? Eh bien on retrouve un contrôleur, la mémoire en elle-même et de la RAM. Sachez que c'est exactement la même chose pour les SSD au format M2. On retrouve le contrôleur ici, la mémoire qui se trouve au bout et une puce de RAM cachée sous l'étiquette. On ne voit pas très bien évidemment sur ce SSD, mais c'est exactement la même chose. Donc le contrôleur va communiquer avec le reste du système. Il va également communiquer avec la mémoire. Donc quand on écrit des données, eh bien c'est le contrôleur qui va ranger les données dans la mémoire, et quand on lit des données, eh bien c'est le contrôleur qui va récupérer les données de la mémoire pour les envoyer au reste du système. Le contrôleur peut également être appairé avec de la mémoire RAM. Tous les bons SSD sont équipés de mémoire RAM, mais certains SSD, notamment dans les modèles entrée de gamme, font l'économie d'utiliser de la mémoire RAM. Et je reviendrai là-dessus un tout petit peu après. Le contrôleur va évidemment gérer d'autres choses. Par exemple, il va monitorer l'état de santé du SSD, avec notamment les fameuses données smart qu'on peut récupérer sur l'état de santé d'un disque dur ou d'un SSD. Certains SSD sont également capables de faire du chiffrage, donc pour chiffrer les données qui sont stockées dans le SSD pour qu'elles ne soient pas lues par n'importe qui. Et on va également trouver dans le contrôleur des mécanismes et des algorithmes qui permettent par exemple de corriger les erreurs, parce que quand on stocke des données, il y a toujours des erreurs, donc vous avez des systèmes de correction d'erreurs. Et le contrôleur peut également avoir un impact sur les performances. La mémoire évidemment est le plus important quand il s'agit de performance, mais le contrôleur également, puisque notamment sur des contrôleurs entrée de gamme, eh bien, ça peut brider certains SSD, surtout depuis qu'on a des SSD qui communiquent en PCI Express. Donc on peut dire que le contrôleur, c'est un petit peu le cœur de notre SSD. Le reste, eh bien, c'est de la mémoire, à commencer par la mémoire qui va stocker nos données. Et dans les SSD, on va toujours trouver de la NAND flash. Quand je dis toujours, c'est avec l'exception des SSD Optane de chez Intel, mais sinon on va toujours retrouver de la mémoire qui est de la mémoire NAND flash. Et la deuxième mémoire que l'on va parfois trouver dans un SSD, c'est de la RAM. Alors tout d'abord, il y a un truc que je dois absolument rappeler, ça va paraître basique pour certains, mais je sais que pour d'autres, ça ne l'est pas forcément. La différence entre la RAM et la mémoire qu'on utilise comme la NAND flash pour les SSD, les clés USB et compagnie, la RAM est une mémoire volatile. Ça veut dire que quand on éteint son ordinateur, il n'y a plus rien dans la RAM. Toutes les données sont perdues. Voilà pourquoi on a besoin de NAND flash pour stocker nos informations. Là, actuellement, la mémoire RAM, elle est vide. Donc, petit rappel de base pour que tout le monde soit bien à jour là-dessus. La RAM, c'est de la mémoire vive. Ça ne stocke pas les données lorsque c'est hors tension. Mais donc, pourquoi est-ce que l'on retrouve de la RAM dans la plupart des SSD, et en particulier dans les bons SSD? Eh bien, la RAM, en fait, elle va servir de mémoire cache. C'est-à-dire que c'est une mémoire temporaire, une mémoire tampon, dans laquelle on va stocker les données, par exemple, quand on a besoin d'écrire sur le SSD, plutôt que d'écrire à la volée sur notre mémoire, au risque de ne pas pouvoir bien ranger les données, bien organiser tout ça, et puis au risque également d'avoir des débits relativement faibles. Eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on utilise de la RAM. La RAM, elle a l'avantage, c'est qu'elle est plutôt rapide. On stocke toutes les données à la volée à l'intérieur, et ensuite on peut tranquillement retransférer les données de notre mémoire RAM vers notre mémoire flash et les ranger bien comme il faut. Maintenant, parlons un peu de ce qui est probablement l'élément le plus important, la mémoire en elle-même, notre fameuse mémoire NAND flash. Et je pense que pour vous en expliquer un peu plus, eh bien on va faire quelques dessins. Tout d'abord, je rappelle qu'il s'agit d'une mémoire non volatile, donc quand on coupe l'alimentation, les données sont conservées. Ensuite, on va plonger un peu au cœur de la mémoire pour voir plus en détail comment elle fonctionne. Je rappelle que cette mémoire, elle est faite à base de silicium, c'est un semi-conducteur qu'on fabrique comme on fabrique des processeurs ou n'importe quel circuit intégré. Donc on va plonger au cœur de notre mémoire. Et une mémoire, le plus souvent, ça se traduit par une grille. Une grille dans laquelle on va retrouver bien sûr des colonnes et des lignes. C'est là où il faut oublier ce que l'on aurait tendance à faire naturellement, puisque naturellement, on voit des cases, on se dit on va ranger les données au milieu. Sauf que non, ce qu'on fabrique, c'est de la mémoire. En fait, nos informations, nos données, elles vont être stockées à l'intersection entre les lignes et les colonnes. Bien sûr, on va lire et écrire la mémoire en accédant à une ligne et à une colonne. En fait, on va parler d'une ligne de bits quand on va interroger une colonne, et on va parler d'une ligne de mots lorsqu'on va interroger une ligne. Et donc, à l'intersection de chaque ligne et de chaque colonne, on va trouver
un transistor. Donc à chaque intersection, on retrouve un transistor MOSFET. Mais on retrouve un transistor MOSFET un petit peu différent. Puisque sur un transistor MOSFET classique, on a 3 broches. On a ce qu'on appelle le drain, la grille et la source. Donc drain et source peuvent être inversés évidemment selon le type de transistor que l'on utilise, mais le plus important c'est la grille, puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir piloter notre transistor. Et bien ce que l'on fait quand on fabrique de la mémoire, c'est qu'on fait un transistor un petit peu différent, où en fait on vient lui mettre une deuxième grille. Donc c'est exactement comme un transistor MOSFET, mais avec une deuxième grille qu'on appelle une grille flottante, c'est-à-dire qu'elle est reliée à rien du tout. Et l'idée c'est quoi? C'est que quand on a besoin d'écrire sur la mémoire, on va faire passer un certain courant électrique avec une certaine tension et il y a des électrons qui vont se retrouver stockés dans notre grille flottante. Pour vous la faire simple et rapide, plus on va avoir d'électrons stockés dans notre grille flottante, moins on va avoir besoin d'appliquer une tension élevée sur la grille pour que notre transistor devienne passant. Donc en fait, ce qu'on va mesurer, c'est la tension qu'on applique sur notre grille et ça va nous permettre de savoir entre guillemets, quelle charge on a stocké dans notre grille flottante. Donc on va pouvoir lire notre cellule, notre transistor, mais du coup on parle maintenant de cellule, on va pouvoir lire notre cellule sans l'effacer et sans affecter les données qui sont stockées à l'intérieur. Évidemment c'est quelque chose d'assez complexe, donc je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Peut-être qu'un jour Stéphane Marty de la chaîne Deus Ex Silicium pourrait faire une vidéo plus détaillée sur le sujet s'il ne l'a pas déjà fait. Mais donc sachez qu'on retrouve des lignes et des colonnes et qu'à chaque intersection on retrouve une sorte de transistor MOSFET un petit peu modifié avec deux grilles. On parle de mémoire NAND. NAND, ça veut bien sûr dire non et, c'est comme la porte logique non et en électronique. Et la raison à ça, c'est parce que l'agencement de tous nos transistors, de toutes nos cellules, ça forme une sorte de porte NAND. Sachez que la mémoire NAND n'est pas la seule qui existe. Il existe de la mémoire NOR. Donc en fait, les transistors sont agencés différemment et on retrouve une structure un peu similaire à des portes NOR. Et NOR, ça n'a rien à voir avec NordVPN ou SudVPN. C'est le NOR, NOR, comme une porte non ou. On parle de mémoire flash, je vous ai parlé de NAND flash. Le flash, c'est parce qu'il faut une tension relativement élevée pour programmer et effacer la mémoire, enfin pour écrire et effacer la mémoire. Donc c'est pour ça qu'on a le mot flash qui s'est en quelque sorte introduit, parce qu'on vient flasher la mémoire, on vient appliquer une tension assez élevée, notamment pour l'effacer. Également, sur les mémoires actuelles, vous allez entendre parler de mémoire 3D. La raison, c'est parce qu'il faut s'imaginer que notre système de grille, comme ça, alors la grille, elle est beaucoup plus grande. À chaque intersection, donc on a notre transistor, en fait, on a une cellule qui permet de stocker un petit peu de données. Mais vous imaginez bien que si on a beaucoup de données à stocker, il faudrait une grille énormissime. Donc on a développé une technique qui est tout simplement d'empiler les grilles. Donc on empile, on crée d'autres grilles, les unes sur les autres, et on empile comme ça les couches, pour tout simplement densifier la mémoire et pouvoir stocker plus de données sur une même surface. Donc là, ça devient évidemment le gros bordel, et il faut savoir que sur les puces aujourd'hui les plus avancées, on arrive à dépasser les 96 couches. Pourquoi j'ai fait un G ? Vous pouvez imaginer 96 de nos grilles empilées les unes sur les autres. Évidemment, ça permet de densifier énormément les données et donc sur la même puce, le même format, eh bien de stocker beaucoup plus. Voilà pour l'architecture et le côté 3D de notre mémoire. Maintenant, il faut encore que l'on parle de quelque chose de très important. Ouais. Oh putain, c'est un marqueur permanent. On vient de le voir, on parle aujourd'hui de mémoire 3D puisqu'on empile les couches pour densifier les données. Eh bien, on a une autre manière de stocker plus de données dans la même puce, c'est de jouer sur le nombre de bits que l'on stocke par cellule. Je vous l'ai montré juste avant, nos cellules sont composées de transistors avec une grille flottante. On peut comparer cette grille flottante un petit peu comme une batterie, puisqu'on va stocker une petite charge à l'intérieur. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine quelle valeur on a stocké? Eh bien, de base, on s'est dit, c'est pas très compliqué. On va couper en deux, on va faire un seuil, au-dessus, on va dire que c'est 1, en dessous, on va dire que c'est 0. Donc, comme ça, à la lecture de notre cellule, on va pouvoir déterminer est-ce qu'on a stocké un 1 ou est-ce qu'on a stocké un 0. 1 et 0, c'est les deux valeurs qu'on utilise en binaire, on est bon. Donc, cette première technologie, entre guillemets, c'est ce qu'on a appelé la mémoire SLC. Et donc, dans la mémoire SLC, on a deux valeurs possibles que sont le 0 ou le 1. Sauf qu'après ça, on s'est dit, ce serait pas mal si on pouvait diviser notre cellule en 4. Comme ça, maintenant, on peut stocker 2 bits par cellule. La première, ce serait 0,0, ce qui équivaut à 0. La deuxième, ce serait 0,1, ce qui équivaut à 1. La troisième, ce serait 1,0, ce qui équivaut à 2. Et la quatrième, ce serait 1,1, ce qui équivaut à 3. Donc on peut stocker les valeurs 0, 1, 2, 3. Donc on peut Donc on peut stocker 4 valeurs. Cette mémoire-là, on l'a appelée la MLC. MLC pour une cellule à niveau multiple.
Oui, je sais, ils n'étaient pas très imaginatifs, et donc on peut stocker 4 valeurs par cellule. Puis après, au fur et à mesure que la technologie a avancé, on s'est dit, c'est bien, mais on pourrait peut-être rediviser en deux chacun des niveaux, et comme ça, on pourrait stocker encore plus de valeurs. On pourrait stocker 3 bits par cellule. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. En tout, donc, on peut stocker 3 bits par cellule, donc on peut stocker 8 valeurs. Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé la TLC, parce que cette fois-ci, on a 3 niveaux par cellule, ce qui nous donne 8 valeurs possibles. Et puis, la technologie a avancé, et on s'est dit, peut-être qu'on pourrait rediviser chaque niveau en deux. Je ne vais pas vous faire le détail de tous les niveaux, mais ça veut dire que l'on peut stocker 4 bits par cellule, donc évidemment, on a appelé ça de la QLC, ce qui nous donne évidemment 16 valeurs possibles. Et même depuis quelques temps, on peut entendre parler de Penta-Level Cell, c'est-à-dire que cette fois-ci, on stocke 5 bits par cellule, donc il faut imaginer rediviser à chaque fois par 2, et donc on a 32 valeurs possibles que l'on peut stocker par cellule. L'avantage, vous le voyez, c'est qu'à chaque fois, on double la quantité de données que l'on peut stocker dans chaque cellule. Donc en fait, on double la quantité de données que l'on peut stocker dans notre puce de mémoire NAND flash. Les technologies qui sont les plus courantes, c'est MLC, TLC, QLC. Ce sont les trois que l'on trouve principalement. La SLC est devenue plutôt rare. La PLC, on n'a pas encore trop vu sur le marché non plus. Mais évidemment, il y a un point important que l'on doit aborder à ce sujet. C'est la durée de vie de notre SSD. Parce que la durée de vie, l'endurance d'un SSD va être directement liée à ça. Le problème, c'est que nos cellules, exactement comme une batterie, elles vont s'user. Et elles vont s'user à chaque fois, entre guillemets, qu'on les recharge, c'est-à-dire à chaque fois qu'on efface et qu'on réécrit la mémoire. Le souci, c'est que quand vous avez de la mémoire en SLC, vous avez une cellule dans laquelle il n'y a que 2 niveaux. Donc quand vous allez écrire vos données, même si le niveau change un petit peu, il faudrait vraiment un gros changement pour qu'on passe du niveau haut au niveau bas, par exemple, et pour que ça génère ce qu'on appelle un bit flip, c'est-à-dire que le bit, du coup, change de valeur, donc pour générer une erreur. Donc ça fait une grosse marche, et donc le risque d'erreur sur de la mémoire SLC est plus faible, et du coup, on va pouvoir user beaucoup plus la cellule avant qu'elle soit suffisamment fatiguée pour qu'elle se décharge d'elle-même et qu'on se retrouve avec un bit flip. Quand on a de la mémoire comme de la QLC par exemple, on a 16 niveaux par cellule. Donc il suffit d'un tout petit changement de niveau et paf, on se retrouve avec une valeur totalement différente de stocker et donc on se retrouve là encore avec un bit flip. C'est même pire que ça puisque comme on a 4 bits de stocker dans chaque cellule, on se retrouve avec 4 bits de faux. Donc la mémoire SLC, c'est la plus endurante, c'est celle qu'on retrouvait dans les SSD au début et elle peut prendre jusqu'à 1 million de cycles environ. Et à chaque fois qu'on fait un bond technologique, on peut quasiment diviser par 10 la durée de vie. Donc sur la mémoire MLC, on est généralement aux 100 000 cycles d'écriture. Sur la TLC, on est plutôt aux alentours des 10 000. En général, on considère entre 10 000 et 30 000 cycles. Et sur la QLC, on est plutôt entre 1000 et 3000. Pour autant, il ne faut pas que ça vous empêche de dormir la nuit. Même les SSD en QLC sont généralement déjà suffisamment endurants pour la plupart des cas de figure. Si c'est quelque chose qui vous importe, privilégiez les SSD en TLC qui sont du coup plus endurants, particulièrement si vous faites beaucoup de transferts de données. Par exemple, je sais pas, si vous faites du montage vidéo et que vous avez pour habitude de stocker vos projets en local sur un SSD pendant que vous faites par exemple le montage vidéo et puis ensuite vous effacez tout ça ou vous transférez ça sur un serveur, ça veut dire que potentiellement vous allez avoir beaucoup de données à passer par votre SSD et là, au bout de quelques années, vous pouvez potentiellement user sérieusement le SSD. Donc ça peut être intéressant de privilégier une technologie inférieure. En tout cas, ça c'est quelque chose à garder en tête, c'est que la mémoire SLC c'est la plus endurante, après c'est la MLC, après c'est la TLC, après c'est la QLC, et je sais pas exactement quels sont les chiffres avec la PLC, mais ils sont certainement moins bons que la QLC. Les différences de technologie peuvent également avoir un impact sur les performances. Globalement, plus on remonte, plus c'est rapide. Donc la mémoire TLC va être plus rapide que la QLC, la MLC va être plus rapide que la TLC. Mais ça, c'est plus difficile à déterminer parce que ça va dépendre comment le SSD est construit, combien de puces de mémoire sont utilisées. Certains SSD, notamment ceux qui n'ont pas la mémoire RAM en tant que cache, vont utiliser une petite partie de la mémoire comme cache SLC. Donc en fait, il y a un morceau de la mémoire qui va être utilisé en tant que mémoire SLC pour aller plus vite. Donc les données vont
vont être écrites à la volée là-dessus, sur cette petite partie de la mémoire, et ensuite vont être transférées sur le reste de la mémoire, réécrites en fait. Mais cette fois-ci, ça va l'écrire avec plusieurs bits par cellule pour pouvoir avoir donc une meilleure densité. Le défaut du coup des SSD qui n'ont pas de mémoire cache, c'est qu'ils s'usent encore plus vite, puisque comme on utilise directement la mémoire comme mémoire cache, on fait beaucoup plus de manipulation, et donc on use plus la mémoire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les différents composants qui composent un SSD et puis sur les différentes technologies de mémoire. C'est une vidéo que je vous avais promise il y a longtemps. J'espère que vous aurez été satisfait. En tout cas, moi j'ai soif, donc ça veut dire que j'ai dû parler suffisamment. J'espère que les explications auront été assez claires malgré la méthode un petit peu à l'ancienne. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires ou alors vous pouvez aller faire un tour sur le serveur Discord de la chaîne puisque j'ai fait un serveur Discord pour la chaîne. D'ailleurs, j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper plus que ça, il faut que je m'y remette, mais enfin bref. En tout cas, le lien sera donc dans la description si vous voulez aller y faire un tour. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours aller là-bas. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Donc on va abréger cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne. Là encore, le lien est dans la description. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.